Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je m'attaque à un énorme sujet, celui des produits laitiers. Pour tout vous dire, cela fait maintenant plusieurs années que j'ai appris des choses étonnantes, voire inquiétantes, sur les produits laitiers et les recommandations en vigueur qui les concernent. Et ça fait maintenant une bonne année que je me penche sur le script de cette vidéo. Je n'ai pas travaillé dessus sans arrêt tout du long, mais j'ai cherché la meilleure façon d'aborder ce sujet et puis de me sentir prête tout simplement. Une part de moi voulait informer au plus vite sur cette thématique, mais pour le faire bien, il m'a fallu faire de nombreuses recherches et faire le tri entre faits scientifiques et propagande mensongère. Voyez, on emploie déjà des mots forts. Tout au long de cette vidéo, je vais m'appuyer sur des études dont je mentionnerai le niveau de preuve pour vous présenter des arguments scientifiques établis et non pas vous exposer des jugements personnels. Je vais également m'appuyer sur 2 livres écrits par le journaliste de la santé Thierry Soucard, qui constituent un véritable travail de synthèse sur le sujet des produits laitiers et se basant sur des années d'enquête et d'analyse de la littérature scientifique. Peut-être que certains sont déjà avertis sur le sujet. Pour les autres, préparez-vous à être bousculés dans vos croyances et certitudes, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à un énorme sujet de la désinformation qui impacte directement notre santé. Désolée, vous allez certainement entendre les toutous au cours de la vidéo, ils ont une patience relativement limitée. Pour commencer, je voudrais vous présenter la pyramide des différents niveaux de preuve des travaux scientifiques. Et oui, parce que les études n'ont pas toutes la même qualité d'information, le même niveau de fiabilité de leurs résultats. Et c'est là-dessus que beaucoup de porte-parole, de représentants jouent, et c'est aussi pour ça que vous entendez tout et son contraire dans le débat public. Parce que malheureusement, des études qui se contredisent, on en trouve à la pelle, alors pas facile de faire le tri quand on veut s'informer correctement sur un sujet précis. Alors, voici cette pyramide. On distingue 3 grandes catégories de données scientifiques. Les preuves de niveau A, qui correspondent au niveau de validité le plus élevé, qui incluent les méta-analyses et les essais contrôlés randomisés. Pour vous expliquer grossièrement, dans une méta-analyse, les chercheurs vont sélectionner un grand nombre d'études selon un protocole très précis, afin de dégager une tendance statistique la plus fiable possible, la plus représentative possible de la réalité. Donc en gros, ce sont de super études qui analysent statistiquement un grand nombre d'autres études scientifiques. Les essais contrôlés randomisés, ce sont les études individuelles les plus fiables. Études individuelles, ça veut dire qu'il s'agit d'une seule étude et non de l'analyse de plusieurs études. Ces essais évitent le plus de biais scientifiques possible, car pour répondre à leur hypothèse, ils vont comparer un groupe expérimental à un groupe contrôle. Les sujets sont répartis de manière aléatoire dans les groupes, et l'expérimentation se déroule en double aveugle. C'est-à-dire que ni le patient ni le clinicien ne savent dans quel groupe le patient se trouve. Donc ces 2 types de données, les méta-analyses et les essais contrôlés randomisés, sont vraiment les études les plus fiables. Ce sont des gold standards, comme il est dit dans le milieu de la recherche scientifique. Malheureusement, ce sont aussi les études les plus rares car elles sont contraignantes à mettre en place. Ensuite, juste en dessous dans la pyramide, se situent les preuves de niveau B qui incluent les essais contrôlés non randomisés et les études de cohorte. Les essais contrôlés non randomisés, comme leur nom l'indique, il s'agit d'études avec une comparaison entre groupe contrôle et groupe expérimental, mais où les patients ne sont pas répartis de manière aléatoire dans les groupes et l'étude n'est pas réalisée en double aveugle. Concernant les études de cohorte, il s'agit d'études d'une population sur une thématique donnée, sans comparaison entre un groupe contrôle et un groupe expérimental. Enfin, il y a les preuves de niveau C, qui sont les preuves avec la plus faible validité scientifique, et qui regroupent les études de cas, qui étudient un patient, certains cas sur une thématique précise, donc la taille des échantillons est beaucoup plus faible. Les études rétrospectives, donc il s'agit d'analyser les données d'une population a posteriori, et les analyses épidémiologiques descriptives. Gardez ces informations en tête, en tout cas la notion que les études scientifiques n'ont pas toutes le même niveau de preuve, car c'est important pour la suite de cette vidéo. Revenons donc au sujet des produits laitiers. Alors pour savoir de quoi on parle, voici le lait en quelques chiffres. D'après les chiffres de 2020, un Français consommerait près de 90 kg de produits laitiers par an. En 2013, les Français étaient les premiers consommateurs de beurre et de fromage au monde. Le chiffre d'affaires de l'industrie laitière en France, c'est 39 milliards d'euros en 2020, ce qui correspond à 1/5 du chiffre d'affaires du secteur agroalimentaire. La France est le 2e producteur européen de lait juste après l'Allemagne et le 8e producteur mondial. Et enfin, environ 820 millions de tonnes de lait sont produites dans le monde chaque année, avec une croissance annuelle comprise entre 1 et 2%. Ces quelques chiffres sont plutôt vertigineux et montrent la place qu'occupe l'industrie laitière en France et dans le monde. C'est énorme. Vous comprenez donc qu'il y a un enjeu économique certain derrière le lait.
Voyons un peu comment le lait est devenu un produit incontournable de notre alimentation en Occident et notamment en France. Autrement dit, comment l'industrie du lait, aidée par certains médecins, a-t-elle réussi à faire du lait un produit miracle pour nos os ? Ça commence tout d'abord par une communication bien ficelée qui martèle toujours le même message. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. On a encore tous en tête le slogan de l'organisme Les Produits Laitiers, organisme qui a d'ailleurs édité une toute nouvelle campagne d'inspiration manga cette année. Le lait contient de nombreux nutriments, comme le calcium et les protéines, pour bien grandir. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Cette petite phrase qui nous trotte dans la tête et qui paraît tout à fait anodine comme ça, marque en réalité profondément nos croyances sur l'alimentation et donc notre façon de consommer dès le plus jeune âge. Je suis sûre que vous êtes encore capable de la chanter même des années après avoir vu la dernière pub, c'est dire la force marketing de ces campagnes. Elles sont graphiquement attrayantes pour les enfants et passent aux heures de la jeune audience entre deux dessins animés. L'industrie laitière n'hésite pas non plus à faire appel à des personnalités pour soutenir son marché et faire taire les détracteurs du lait de vache, ainsi que la concurrence montante des laits végétaux, en France comme aux États-Unis. Si je ne t'avais pas offert ce yaourt à boire, tu serais encore souffrant. Hi, I'm Aubrey Plaza. You know me as an actress, but I'm also the co-founder of Wood Milk, the world's first and only milk made from wood. Is wood milk real? Absolutely not. Only real milk is real. Then what did I invest in? Le corps médical tient également ce discours. Nombre de médecins recommandent et encouragent la consommation de produits laitiers tout au long de la vie. Il en faut pendant l'enfance et l'adolescence pour soutenir la croissance, puis il en faut tout le reste de notre vie pour prévenir les fractures. Surtout si vous êtes une femme arrivant à l'âge de la ménopause ou si vous êtes âgé de plus de 55 ans. Mais ce discours n'a pas toujours existé. Il a d'abord fallu inventer une nouvelle maladie qui n'existait pas encore avant les années 80 pour faire du lait l'aliment essentiel qu'on nous vend aujourd'hui. Il s'agit de l'ostéoporose. À la fin des années 70, les médecins et l'industrie du lait font de l'ostéoporose une nouvelle maladie. Voici sa définition selon le ministère chargé de la Santé en France. Maladie qui se caractérise par une diminution accélérée de la masse osseuse, avec pour conséquence une fragilité accrue des os qui peuvent se briser très facilement. Alors c'est sûr, la définition est plutôt effrayante. Mais pourquoi cette maladie était le bon filon à suivre ? Eh bien parce qu'en créant des raccourcis entre plusieurs notions biologiques, on peut tout simplement raconter et vendre n'importe quoi. Je vous explique. Tout d'abord, la recherche scientifique a inventé la mesure de la densité osseuse, autrement dit la quantité de calcium dans la partie périphérique des os. Il ne s'agit alors que d'un simple marqueur biologique que l'industrie du lait ne va cesser de présenter aux médecins comme l'indicateur majeur du risque de fracture, alors qu'aucun lien de causalité n'a été démontré de manière fiable dans les études scientifiques. Avec l'invention de cette ostéodensitométrie, les médecins et les industriels ont fait d'un marqueur biologique, la densité osseuse, l'indicateur de la bonne santé des os. Tout comme le taux de cholestérol sanguin qui est devenu un critère majeur de la santé cardiovasculaire, alors qu'il n'a jamais été prouvé que cela avait un lien avec l'infarctus. Mais alors quel intérêt cela représentait pour l'industrie du lait ? Eh bien, l'invention de cette nouvelle mesure a pu mettre en évidence que la densité osseuse suit une courbe en cloche tout au long de notre vie, avec un pic de masse osseuse entre 20 et 30 ans, jusqu'à un certain seuil, déterminé comme l'entrée dans l'ostéoporose et donc le risque de fracture. Le raccourci pour l'industrie du lait est alors vite trouvé et bien arrangeant. Il faut constituer un pic de masse osseuse maximale pendant la période de croissance pour éviter les fractures par la suite, en ingérant évidemment du calcium grâce aux produits laitiers. Avec l'avènement de l'ostéoporose, ce qui était jusque-là le vieillissement normal des os est devenu une maladie qu'il fallait traiter par l'ingestion de produits laitiers et la prise de médicaments. Médecins, pharmaceutiques et industries laitières ont alors une entente toute trouvée. Des chercheurs proches de l'industrie laitière vont retenir une étude comparative confirmant l'importance du pic de masse osseuse pour réduire le risque de fracture. Or, cette étude comporte plusieurs biais scientifiques importants et est donc relayée au niveau de preuve le plus bas, donc le niveau C. Qu'importe, les porte-paroles de l'industrie laitière vont se servir de cette étude et la relayer pour justifier la nécessité du calcium alimentaire dans la constitution du pic de masse osseuse, et ainsi réduire le risque de fracture.
Cela confirmait en même temps le rôle de la densité osseuse comme marqueur essentiel de la santé des os. C'était en fait le seul marqueur qu'on savait mesurer à l'époque, et pour un coût pas très élevé, on en a donc fait le seul indicateur de la santé osseuse. Il y a bien sûr eu des études à la validité plus solide prouvant le contraire, telle qu'une étude américaine de cohorte, donc de niveau de preuve B, concluant que la densité osseuse n'avait pas de lien avec le risque de fracture chez la femme. Mais évidemment, ces études n'ont pas été retenues. Thierry Soucard rapporte également dans son livre l'établissement complètement arbitraire du seuil entre densité osseuse normale et densité osseuse pathologique lors d'un congrès d'experts régi par l'OMS. Les experts ne savaient tout bonnement pas où placer cette limite artificielle. C'est carrément édifiant. Alors certes, le vieillissement naturel des os entraîne un risque plus accru de fracture, mais la densité osseuse, et donc l'ostéoporose qui va avec, ne permet pas de déterminer ce risque qui peut donc être traité de manière beaucoup plus efficace par de la prévention que par la prise de traitements médicamenteux ou l'ingestion quotidienne d'une cascade de lait. Mais on y reviendra plus tard. La densité osseuse n'est même pas une garantie de la bonne santé des os. En effet, à cette même période de l'essor de l'ostéoporose et donc de l'ostéodensitométrie, certains médecins rappelaient que la densité osseuse n'était pas le seul facteur de bonne santé des os, parce que déjà tout simplement l'os n'est pas constitué uniquement de son tissu périphérique, mais aussi parce que plein d'autres facteurs que le calcium entrent dans sa composition. Ces médecins ne trouvaient donc pas pertinent de faire de la densité osseuse le seul juge du risque de fracture. Pour souligner le non-sens de l'avènement de l'ostéoporose comme indicateur du risque de fracture, voici les résultats d'une étude américaine de 2008. 80% des fractures survenues à la suite d'un traumatisme minime sont observées chez des individus qui n'ont pas d'ostéoporose. Chez la personne âgée, dans plus de 90%, ce n'est non pas la densité osseuse mais la chute qui représente le plus grand risque de fracture. Mais c'est ainsi qu'à la fin du siècle passé, les communautés médicales et industrielles ont fait de l'ostéoporose une nouvelle maladie, justifiant la nécessité de consommer des produits laitiers. Donc pour résumer tout ça bien clairement, voici la boucle vertueuse à laquelle sont arrivés les chercheurs liés à l'industrie du lait. Risque faible de fracture égale densité osseuse élevée à l'âge de 50 ans, égale pic de masse osseuse maximum à l'âge de 20 ans, égale plus de calcium, donc plus de laitage, et cela permet de réduire le risque de fracture. Voici d'autres définitions de l'ostéoporose tirées d'institutions publiques de la santé pour vous montrer à quel point cette hypothèse bancale entre ostéoporose et fracture osseuse est bien ancrée. Si ça s'arrêtait là, on pourrait se dire que cette petite association d'intérêts entre médecins, industriels pharmaceutiques et laitiers fait perdre du temps et de l'argent, et qu'il constitue quand même une belle manipulation de l'information auprès de la population. Mais le problème, c'est que ça va bien plus loin. La surconsommation de produits laitiers encouragée par cette propagande autour du lait soulève bien des inquiétudes pour notre santé. Si on voulait vérifier cette hypothèse entre consommation de produits laitiers et diminution du risque de fracture, il suffit de s'intéresser à des études croisant des populations distinctes à la consommation de produits laitiers différentes. Et bien dans ces études, la courbe de fracture et de consommation des produits laitiers est bien corrélée, mais pas dans le sens attendu. Voici quelques résultats. Les Australiens, les Néo-Zélandais et les Américains avalent 3 fois plus de lait que les Japonais. L'incidence des fractures du col du fémur est dans ces pays 2,5 fois à 3 fois plus élevée qu'au Japon. Au Nigeria, où l'on boit très peu de lait, le ratio entre protéines animales et protéines végétales est 10 fois plus faible que celui relevé en Allemagne. L'incidence de fracture du col du fémur y est plus basse de 99%. Une petite dernière, au Togo, l'ostéoporose est extrêmement rare. On y consomme annuellement moins de 10 kg de lait par personne. Bref, la conclusion ici est assez claire. Moins un pays consomme de produits laitiers et de protéines animales, plus sa population a des os en bonne santé. Il est important de préciser qu'il ne s'agit ici que de corrélation entre l'importance de la consommation de produits laitiers et l'incidence de fractures. En statistique, une corrélation entre deux variables n'entraîne pas nécessairement de lien de cause à effet. On ne peut donc pas affirmer formellement que si les fractures augmentent, c'est à cause de la consommation élevée de produits laitiers, car d'autres variables pourraient rentrer en jeu.
Mais finalement, il serait peut-être plus pertinent de prendre le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire quelle est la preuve que les produits laitiers sont bons pour nos os et diminuent le risque de fracture. Eh bien à l'heure actuelle, aucune preuve fiable dans la littérature ne montre que les produits laitiers sont bons pour nos os. Et voici tout de suite une autre information qui pousse davantage à la prudence. Le professeur Mark Eckstedt, qui a passé sa vie à étudier le calcium, a apporté une réponse à ce résultat paradoxalement opposé au discours véhiculé par l'industrie laitière. Plus le corps est noyé de calcium, moins la capacité du corps à contrôler le métabolisme du calcium est performante. C'est pourquoi des populations consommant très peu de produits laitiers parviennent à en capturer suffisamment pour leur assurer une bonne santé osseuse. Une autre étude a également montré qu'un afflux continu de calcium qu'on nous recommande épuise la capacité de l'os à se renouveler. La situation est finalement très ironique puisque la maladie de l'ostéoporose qui a permis de justifier la consommation des produits laitiers devient finalement une réelle épidémie dans les pays gros consommateurs de laitage, possiblement à cause de cette surconsommation de produits laitiers. La stratégie ne semble donc pas efficace, bien au contraire. On peut déjà facilement remettre en cause les recommandations de santé publique de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour, recommandation qui a été martelée pendant des années et qui est toujours d'actualité pour les enfants et les personnes âgées. Mais attendez de connaître la suite. Quels sont les risques pour notre santé qu'une surconsommation de produits laitiers semble entraîner ? L'intolérance au lactose concernerait entre 65 à 80% de la population mondiale. En Europe du Nord, le pourcentage est plus faible en raison d'une mutation génétique suite à l'apparition de la pratique de l'élevage, mais l'on dénombre quand même 20% d'intolérants au lactose. Ce qui est fou, c'est que le corps médico-pharmaceutique veut nous faire croire que c'est une maladie, de nouveau, alors qu'il s'agit en réalité du fonctionnement normal du corps. Je m'explique. Nous sommes des mammifères, et comme tout mammifère, nous avons besoin dans notre petite enfance du lait maternel pour nous développer. Pour pouvoir digérer ce lait maternel, notre corps produit une enzyme, la lactase, qui permet de dégrader le lactose contenu dans le lait maternel. Et comme chez tous les mammifères, au moment du sevrage, donc aux alentours de 2 à 4 ans chez l'être humain, il y a une chute de cette enzyme qui fait que nous ne pouvons plus digérer le lait maternel, mais également le lait de vache qui contient aussi du lactose. Seule une petite partie de la population est encore capable de digérer le lait au-delà de cet âge, car elle s'est adaptée suite à la pratique de l'élevage qui est apparue très récemment à l'échelle de l'humanité. Et pour dire, pas même le bœuf adulte n'est capable de digérer le lait de vache. Il n'est donc pas étonnant que même des enfants soient intolérants au lactose. Mais donc, ce qu'on voudrait nous faire passer pour une maladie, pour un mauvais fonctionnement du corps, n'est autre que la règle chez les mammifères. Mais au lieu de conclure que nous ne sommes simplement plus censés boire du lait, quelle que soit son origine, une fois que nous sommes sevrés, les pharmaceutiques et les médecins mal informés ou ayant des intérêts avec l'industrie laitière nous vendent des médicaments qui nous permettent de continuer à digérer ce lactose. Il faut savoir que les symptômes de l'intolérance au lactose dépassent largement la sphère digestive. Ils regroupent également des maux de tête, des sensations de vertige, des difficultés à se concentrer, des troubles de la mémoire, une fatigue intense, des douleurs musculaires et articulaires, des allergies, une arythmie, des ulcères de la bouche ou encore des maux de gorge. Mais attention, si vous ne prenez pas cette lactase de substitution, il ne suffit pas d'arrêter de boire du lait, comme certains médecins le disent, mais il faut éliminer de son alimentation tous les produits contenant du lactose, comme certains yaourts ou de nombreux produits et boissons industriels. Dans des études réalisées sur les rats, la protéine présente dans le lait de vache favorise l'apparition du cancer et accélère son développement. Ces résultats sont issus d'une série d'expériences réalisées par Colin Campbell et auraient dû entraîner un véritable scandale sanitaire car les implications pour l'être humain sont majeures. Mais au lieu de ça, personne n'en a entendu parler. Oui, je sais, c'est choquant. C'est choquant toute cette histoire. Oui, c'est un scandale. Ça ne s'arrête pas là. Les études de consommation mettent en évidence que les plus gros consommateurs de produits laitiers sont aussi ceux qui présentent le plus fort taux de cancer de la prostate. Et cela est tout expliqué par la science. Le lait de vache contient tout un tas de substances qui permet une croissance rapide du veau. À titre de comparaison, le veau multiplie son poids par 8 en 1 an de vie, tandis que chez le petit humain, il lui faut 8 ans pour multiplier son poids par 8. En consommant du lait de vache dès notre enfance, nous sommes donc exposés à des quantités de graisse, de sucre, de protéines et de substances hormonales astronomiquement grandes qui ne sont pas adaptées à nos besoins ni à notre rythme de croissance. Il n'est donc pas étonnant de constater qu'au Japon, où on consomme peu de produits laitiers, la taille moyenne d'un homme est de 1,65 m, alors qu'aux États-Unis, gros pays consommateurs de laitage, cette moyenne atteint 1,80 m.
Si cela paraît aberrant de consommer du lait de vache lorsqu'on est enfant, alors qu'en est-il lorsqu'on en consomme tout au long de notre vie? Bref, revenons au contenu du lait. Parmi les différentes substances hormonales présentes dans le lait, il y en a une, l'IGF-1, qui est connue pour augmenter le risque de cancer de la prostate chez l'homme. Pour se protéger, l'industrie laitière a longtemps fait croire que cette substance hormonale ne passait pas dans le sang. Eh bien devinez quoi, plusieurs études ont prouvé le contraire. L'IGF-1 passe bel et bien dans le sang. D'après d'autres études, les femmes ne seraient pas épargnées. Les femmes buvant régulièrement du lait seraient plus à risque de développer un cancer des ovaires à cause du galactose issu de la digestion du lactose. Une étude canadienne a également montré que les hommes consommant beaucoup de fromage présentaient une augmentation du risque de développer un cancer des testicules de 87% par rapport à ceux qui en consomment peu. Autre fait inquiétant, il y aurait un lien possible entre laitage et diabète de type 1 ou insulinodépendant, mais aussi avec la maladie de la sclérose en plaques. Ces deux maladies suivent étonnamment la même répartition géographique que l'ostéoporose ou le taux de fracture. Rien n'est encore affirmé scientifiquement, mais plusieurs études soulignent un lien suffisamment fort pour que cela soit inquiétant. En effet, pour le diabète de type 1, vous ne le savez probablement pas, mais les produits laitiers font partie des facteurs de risque les plus probables contribuant à la maladie. Concernant les facteurs de risque de la sclérose en plaques, les autorités sanitaires ont évoqué le déficit en vitamine D. Or, si les pays du Nord ont effectivement une incidence plus élevée de cas de sclérose en plaques, la maladie est également répandue en Australie, qui bénéficie d'un ensoleillement important. Et c'est au passage un pays qui consomme beaucoup de produits laitiers. Et les pays asiatiques tempérés, qui connaissent également un manque de vitamine D et qui consomment peu de produits laitiers, n'ont que très peu de cas de sclérose en plaques. L'origine de la carence en vitamine D semble donc peu probable. L'hypothèse de l'origine alimentaire de la sclérose en plaques avait d'ailleurs déjà été étayée par une étude datant de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y aurait une association entre consommation de produits laitiers et la maladie de Parkinson, possiblement en lien de nouveau avec le galactose présent dans les laitages et ou la baisse trop importante du taux d'acide urique qu'ils entraînent et qui empêche la bonne dégradation des protéines des cellules mortes de l'organisme. Je peux reprendre le lot ? Je peux reprendre ? Merci. Si l'on fait la synthèse des études probantes sur le sujet, les laitages n'ont donc aucun intérêt nutritionnel, bien au contraire. Mais vous allez peut-être entendre que dans certains cas particuliers, les laitages sont quand même pertinents. Le problème, c'est que pour ces cas-là, on ne mentionne pas la balance bénéfice-risque. Vous allez comprendre de quoi je parle. Un des deux effets positifs que la consommation de laitage pourrait avoir sur notre santé, c'est une réduction de 15% du risque de développer un certain type de cancer du côlon, et non pas tous les cancers du côlon, pour une consommation de 250 g de lait par jour. Alors déjà en épidémiologie, moins 15% de risque ce n'est pas significatif, mais surtout à un tel niveau de consommation de lait, il y a une augmentation du risque de développer d'autres cancers que j'ai mentionnés juste avant. C'est donc aberrant de s'appuyer sur cet argument. Et il y a d'autres aliments que le lait qui permettent de prévenir les cancers du côlon de manière plus efficace, à savoir les fruits, les légumes ou encore les céréales complètes. Le deuxième effet positif des laitages serait celui des bactéries présentes dans les yaourts. Ces dernières auraient un effet positif sur la diarrhée infectieuse et permettraient de prévenir une rechute de la colique ulcéreuse. Le problème, c'est que les études qui ont montré ces effets n'ont utilisé que des bactéries sous forme isolée et non les yaourts de grande surface. Et de surcroît, une étude de 2006 a montré que rien ne permettait de conclure un effet bénéfique de ces yaourts sur l'ensemble de la population. D'ailleurs, les yaourts sont considérés comme les seuls aliments à apporter de bonnes bactéries à notre corps. Or, non seulement d'autres aliments apportent ces bonnes bactéries en question, comme les cornichons ou les olives, mais surtout, encore une fois, rien ne montre dans la littérature scientifique actuelle que les yaourts sont directement bénéfiques pour notre santé. Un petit point sur le niveau de preuve des différentes études suggérant le danger du lait pour la santé. Parmi toutes ces études, il y en a un bon nombre qui sont de haut niveau de preuve ou de niveau intermédiaire, à savoir des méta-analyses, des essais contrôlés randomisés ou des études de cohorte. J'ai également mentionné des études épidémiologiques qui font partie du plus bas niveau de preuve, mais il est important de prendre en compte que dans les domaines de la nutrition et de la santé publique, il est très difficile de mener des études d'intervention valides sur un grand nombre d'années afin de dégager une tendance statistique fiable. C'est pourquoi, dans ces domaines de recherche, les études épidémiologiques couplées d'études de laboratoire sont pertinentes à prendre en compte, et le sont même davantage que des études d'intervention de faible validité.
Pour conclure sur cette partie des dangers du lait pour la santé, bien qu'il est aujourd'hui impossible d'affirmer formellement qu'une surconsommation de laitage entraîne toutes ces maladies, de nombreuses études indiquent une même tendance qui nous invite à la prudence. À la lumière de toutes ces informations, le journaliste Thierry Soucard recommande de ne consommer des produits laitiers que si on les tolère bien et avec parcimonie, c'est-à-dire de 0 à 2 portions de laitage par jour maximum. Une consommation dans ces conditions n'a que très peu de risques d'être problématique pour votre santé. Et quand on parle de portions, ce sont celles indiquées par le ministère chargé de la Santé que vous voyez apparaître juste là. Gardez bien en tête que la consommation des produits laitiers est uniquement un plaisir et non une nécessité nutritionnelle. Je vous propose maintenant de vous conter les grandes lignes de l'histoire du lait et de toute la désinformation qui l'entoure en m'appuyant sur l'enquête édifiante de Thierry Soucard. Ça permettra de comprendre un peu comment on en est arrivé là aujourd'hui. Le lobby du lait a connu ses débuts aux États-Unis en 1915 et à force de persuasion, le gouvernement américain constitue dans les années 50 ses recommandations nutritionnelles autour de 5 grands groupes d'aliments que nous avons tous appris à l'école. Les fruits et les légumes, les céréales, les viandes, poissons et œufs, les matières grasses et enfin les produits laitiers. Ces derniers constituent donc une catégorie à part entière. Ça ne nous choque plus aujourd'hui puisque cette classification des aliments est profondément ancrée dans nos sociétés occidentales et influence notre rapport à l'alimentation et à la santé depuis plusieurs générations. Mais si les produits sont si nécessaires à notre santé, comment l'homme a-t-il pu survivre avant cet avènement des laitages dans les recommandations nutritionnelles ? Revenons sur l'histoire du lobby laitier. On est dans l'après-guerre et la France repose sur l'aide américaine pour reconstruire son économie et son agriculture. Le modèle américain influence donc inévitablement le visage de cette nouvelle France. Et c'est à cette même période que les laitages sont recommandés à raison de 3 à 4 prises par jour. C'est le début de la consécration de l'industrie laitière et son influence ne fait que commencer. C'est alors que débute la distribution quotidienne d'un verre de lait aux écoliers en Grande-Bretagne, puis cette tendance atteint les États-Unis et la France. Dans les années 50, l'industrie laitière et les lobbyistes font du lait et du sucre des super-aliments, indispensables à une jeunesse française en bonne santé. Il y a eu clairement la volonté d'induire une nouvelle habitude de consommation chez les jeunes générations, assurant ainsi un avenir prospère de la filière laitière. En parallèle, depuis plusieurs décennies, un grand groupe industriel fait la promotion de farines lactées et d'autres produits nécessitant l'ajout de lait à destination des jeunes enfants en les présentant comme des substituts du lait maternel. D'importantes campagnes de communication, à coups de cadeaux et d'échantillons gratuits, ont alors lieu dans les maternités pour convaincre les soignants d'en faire la promotion auprès des mamans. Ces pratiques, je cite, se font aujourd'hui plus discrètes dans les pays développés, mais elles se poursuivent au grand jour en Afrique et en Amérique du Sud, où elles contribuent à l'érosion progressive de l'allaitement maternel et à la mortalité infantile. Notamment parce que dans beaucoup de ces régions, l'eau qui sert à la préparation du biberon n'est pas potable, ou parce que la meilleure des formules lactées n'est pas adaptée aux besoins d'un enfant qui naît dans un environnement difficile. À partir des années 70, les médecins endormis par le discours de l'industrie du lait font de l'ostéoporose une nouvelle maladie, comme on l'a déjà vu. Et l'industrie du lait, avec son armada de médecins achetés, va également affirmer que le calcium est le minéral essentiel qui constitue nos os et qui font leur force, et qu'en plus, les produits laitiers sont la source privilégiée de calcium. La solution contre les fractures est donc évidente, consommer plus de produits laitiers, et à bas les études scientifiques valides. L'industrie laitière finance alors en grande partie l'Institut français pour la nutrition, qui regroupe médecins, chercheurs et industriels de l'agroalimentaire. Cet institut est d'ailleurs très influent auprès des pouvoirs publics. Dans les années 90, des grands groupes de distribution et de production du lait, tels que Danone et Candia, constituent des conseils scientifiques où ils monnaient chercheurs et médecins pour faire valoir les bienfaits des produits laitiers, en particulier leur rapport en calcium. Ces conseils scientifiques sont donc en réalité des opérations marketing où règnent des conflits d'intérêts. Je vous cite de nouveau un passage du livre de Thierry Soucard. En 2005, sur les 29 membres du comité d'experts en nutrition humaine de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, c'est-à-dire le comité chargé de conseiller les Français sur leur alimentation, 20 avaient des liens de collaboration avec l'industrie laitière. 13 de ces experts travaillaient avec Danone, le président du comité lui-même, un pédiatre, siégeait au conseil scientifique de Nestlé France. Bien sûr, ces liens entre industriels du lait et médecins sont inconnus du grand public, contrairement à ce qu'exige la loi. Et ce sont ces mêmes experts qui s'expriment dans les médias en toute impunité. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais je pense que ça vous donne déjà une vision claire des liens problématiques qui unissent médecins, chercheurs et industriels.
Le discours des porte-paroles de l'industrie laitière ont réussi à s'infiltrer dans les écoles de médecine où sont formés nos futurs médecins. Vous avez peut-être aussi entendu l'argument suivant qui a la peau dure. Celui que le lait serait un aliment ancestral que l'homme a toujours consommé. Eh bien c'est faux. Sur les 7 milliards d'années de l'histoire de l'humanité, soit depuis l'apparition du genre Homo, nous n'avons consommé des laitages qu'avec le développement de l'élevage, précisément à la période du néolithique, c'est-à-dire il y a 10 000 ans. Cela ne correspond qu'à 0,001% de l'existence de l'humanité. Et même si l'on ne prend en compte que l'Homo sapiens, qui est l'espèce à laquelle on appartient, la consommation du lait ne représente que les 3 derniers pourcents de notre existence. Or, comme l'explique très bien Yuval Noah Harari dans son livre Sapiens, notre patrimoine génétique évolue progressivement. C'est pourquoi nous ne sommes pas adaptés à cette consommation massive des produits laitiers, mais également d'autres aliments comme le sucre, le sel, les huiles ou encore les céréales. Après avoir dit tout ça, je vous propose quelques conseils tirés d'études scientifiques pour avoir des os en bonne santé, sans avoir à passer des examens en répétition, à consommer massivement des produits laitiers, ni à prendre des traitements médicamenteux, qui sont autant d'actions inutiles, voire délétères. Voici les facteurs importants pour avoir des os en bonne santé. Le calcium, que tout le monde connaît, mais qui n'est qu'un facteur parmi d'autres et qui est présent dans d'autres aliments que les produits laitiers. Le calcium présent dans les végétaux est d'ailleurs mieux absorbé que celui issu du lait animal. L'assimilation du calcium laitier atteint 35% tout au plus, tandis que celui présent dans les végétaux, consommé frais ou cuit à la vapeur, peut être assimilé jusqu'à 70%. Les fruits et légumes, notamment les variétés de choux et brocolis, sont riches en calcium, ainsi que le soja. Et un adulte a besoin entre 500 et 600 mg par jour de calcium. La vitamine D, elle augmente l'absorption du calcium par les os. Les peuples qui vivent dans un climat nordique ou tempéré souffrent d'un manque de vitamine D, il peut donc être intéressant de se supplémenter. La vitamine K. Il n'y a pas de nécessité de se supplémenter en vitamine K si l'on a un régime équilibré. Les principaux aliments qui contiennent cette vitamine sont le chou cal, le chou vert, le chou de Bruxelles, les épinards ou encore les pruneaux. Le magnésium. Il permet d'augmenter la densité des os. Les principaux aliments qui en contiennent sont les amandes, les noix de cajou, les cacahuètes, les haricots rouges, les lentilles, le riz brun ou le riz complet. Le potassium, il favorise l'équilibre acide-base et permet ainsi le maintien de la densité osseuse. Les aliments riches en potassium sont les légumes secs, les tubercules, les tomates, les légumes à feuilles, dont l'artichaut, les bananes et le poisson. Il est conseillé de limiter les aliments salés. En effet, le chlorure de sodium favorise la fuite du calcium et limite donc son absorption. Il vaut donc mieux éviter les plats préparés, souvent trop salés, et saler soi-même avec parcimonie lorsqu'on cuisine. Et enfin, faire des exercices de mise en charge, tels que la marche, la course ou encore l'haltérophilie. Donc, contrairement à ce que veut bien nous faire croire l'industrie du lait et les médecins embobinés, il est tout à fait possible d'avoir des os en bonne santé avec une alimentation entièrement végétale, si cela peut rassurer ou convaincre certains. Alors, j'imagine que plus d'un sera révolté après tout ce que je viens de vous dire. C'est effrayant de voir qu'une alliance de quelques acteurs aux bénéfices communs prévaut sur notre santé et influence autant nos habitudes et croyances pour des décennies. Et encore plus choquant, c'est que les politiques sanitaires s'en fassent le relais. J'ai abordé dans cette vidéo les implications sanitaires des produits laitiers, mais l'industrie du lait et de l'élevage de manière générale soulève bien d'autres problèmes de nature éthique et environnementale qui pourraient faire l'objet de futures vidéos. Juste un avant-goût peut-être des enjeux éthiques de la production du lait. Savez-vous réellement comment est produit le lait de vache ? Maintenant que je vous ai fait un bref rappel de la nature de mammifère des bovins, vous réalisez sûrement qu'il n'existe pas de vache à lait, c'est-à-dire une race de vache qui produirait miraculeusement du lait en continu, mais que ce lait, tout comme chez l'être humain, n'est produit qu'à l'issue d'une grossesse dans le but d'allaiter le veau. Si cela vous paraît dérangeant, voire contre nature, d'envisager de consommer du lait maternel humain tout au long de votre vie, semble-t-il éthiquement acceptable de boire le lait d'une autre espèce, en privant ainsi le veau du lait maternel que lui prodigue sa mère. Surtout que vous savez désormais que le lait de vache n'a rien d'intéressant pour notre santé. Pour vous parler un petit peu de nous, Alex et moi avons fait le choix pour ces différentes raisons d'adopter un régime végétalien, ou vegan. Comme ça, pas de risque pour notre santé et pas de pratiques alimentaires éthiquement questionnables. Et encore, je ne vous parle pas d'écologie. Ce seront les sujets de prochaines vidéos. Bref, un point sur l'importance de faire le tri dans l'information. Soyons prêts à questionner toutes les informations, y compris celles qui viennent du corps scientifique et médical. J'ai bien conscience qu'il est très difficile et chronophage de s'informer correctement. Je vous donne quand même quelques pistes pour vous y aider.
Allez directement à la source en lisant des articles scientifiques qui mentionnent noir sur blanc l'absence de conflit d'intérêts. Mais si cela vous est pénible, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas la lecture la plus facile et la plus motivante le soir avant d'aller se coucher, vous pouvez chercher des médias d'information indépendants, dont notre chaîne YouTube et notre compte Instagram, où l'on produit l'information la plus fiable possible et actualisée. Parce que l'information est une arme très puissante et dangereuse aujourd'hui, ne tirez jamais de conclusions trop hâtives et soyez toujours ouvert à la déconstruction, aussi inconfortable qu'elle puisse être. D'ailleurs, je ne peux que vous inviter à faire vos propres lectures et recherches suite à nos vidéos, afin de vous forger votre propre opinion. Cette vidéo est une synthèse de travaux qui s'appuient sur des années de recherche sur les produits laitiers, et les points que j'ai abordés ne sont bien sûr pas exhaustifs. Il y a tellement plus à dire sur le sujet. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir, je vous recommande fortement les 2 livres de Thierry Soucard que j'ai mentionnés plusieurs fois dans cette vidéo et qui seront listés en description. C'est la fin de cette vidéo, enfin. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment le moyen de nous soutenir et de reconnaître notre travail. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.